Ok, c'est Tarpi. Oh, C'est Tarpi. c'est parti? Ouais. Ok, hop, hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ouais, ouais. Ok, alors attends, je change de scène. Discussion. Bam, bam, bam. Hop là. C'est bon? Ouais, Vous me c'est dites, vous me donnez le clap du début. enregistré, Viera, c'est tout bon. On démarre. Clap bonjour. Allez, ok. Salut les gars, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau morning séminaire, il est tôt le matin. Épisode 7. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler un peu de douleur et motivation, quel lien il existe entre les deux, comment agir. Pour cela, on va parler un peu de manière dissociée au début du lien, enfin de la douleur et de la motivation. Ensuite, je parlerai un peu du lien qui peut exister entre les deux et l'influence réciproque qui existe entre les deux. Et je ferai une synthèse assez courte de ce que dit la science et de ce qu'on peut proposer en tant que coach sur comment agir face notamment à la douleur. Hop. Ok. Alors, tout d'abord, donc la douleur. La douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée ou qui ressemble à une lésion réelle ou potentielle. Donc c'est souvent d'abord, vous voyez à gauche là, un signal d'alarme qui est fourni par notre corps. On dit que c'est une douleur aiguë, donc, et elle est donc passagère et symptomatique. Et c'est lorsqu'elle s'ancre dans le temps que là, elle devient chronique, que vous voyez à droite, pardon, et qu'elle est assimilée à une pathologie, une maladie, comme des douleurs inflammatoires, des douleurs neuropathiques, par exemple. Donc, assez rapidement, vous voyez à droite 3 mécanismes. Je ne vais pas approfondir forcément là-dessus, mais on parle de nociception. Donc c'est les différents capteurs qui sont spécialisés dans la détection de sensations particulières et qui remontent l'info en général jusqu'au cerveau. Ensuite, les douleurs neurogènes, donc là c'est une atteinte simplement du système nerveux, et psychogènes, donc là c'est des douleurs qui peuvent exister, mais en l'absence même de blessures. Vous voyez juste en dessous, j'ai mis expérience égale subjectivité. Je l'ai dit juste avant, la douleur c'est une expérience, et elle est donc toujours subjective, et donc dépendante de la personne. Elle dépend de facteurs sensoriels, ou cognitifs, ou culturels, et l'expression de cette douleur-là, ça varie selon les personnes. Vous voyez juste en dessous, on distingue plusieurs composantes à la douleur. La composante sensorielle qui localise la douleur, l'intensité. Ensuite, vous avez la composante affective juste en dessous qui démontre un peu le ressenti, l'aspect désagréable, le degré de souffrance, la composante cognitive en dessous. Et elle est plus en fonction des croyances, de la motivation, l'expérience, et elle montre un peu plus comment est interprétée la douleur, on va dire. Et enfin, la composante comportementale, elle, qui représente comment on réagit. Donc les expressions faciales, par exemple, la communication, la prise de décision, les actions motrices. Hop. La motivation, donc, ensuite, un peu plus précisément. Étymologiquement, la motivation, c'est mettre en mouvement. Elle peut être définie comme une fonction, j'ai mis, qui active et dirige le comportement vers un but. Vous voyez là, ici, j'ai mis un petit atome. C'est pour symboliser que la motivation, c'est de l'énergie. C'est l'énergie que l'on déploie pour répondre à un but. Et je vous ai remis à droite là la pyramide des besoins de Maslow, qui représente un peu déjà comment bien comprendre la motivation. La motivation, elle se concrétise de plus en plus lorsqu'on monte dans cette pyramide. Je m'explique. En gros, on a moins besoin de motivation, de trouver un moyen de déployer de l'énergie, comme j'ai dit juste avant, pour répondre à des besoins qui sont essentiels, donc en bas de la pyramide. Et plus on va monter, plus il y a besoin d'avoir des motivations entre guillemets.
Et ça me permet de poursuivre juste ici. Il existe donc différentes théories motivationnelles, je vous en ai mis plusieurs. La théorie d'autodétermination, l'auto-efficacité, les buts, la fixation d'objectifs. Et chacune permet de comprendre un peu la motivation. Comment et vers quoi orienter pour qu'elle s'embrase, entre guillemets. J'avais fait il y a quelques temps, quand je faisais encore des posts sur Insta, une allusion un peu comme le feu, la motivation peut apparaître et disparaître en fonction de sa source. Ensuite, donc là on commence un peu à voir on va commencer un peu à voir les influences que peuvent avoir la douleur et la motivation entre elles, mais avant ça, je voulais un peu faire le parallèle entre la douleur et la culture sportive, la motivation et la culture sportive. Donc tout d'abord, vous voyez, dans le sport un peu, la douleur, surtout dans le sport de compétition, elle a sur le dos un peu beaucoup d'idées reçues. On connaît tous le no pain, no gain, ici, qui explique que sans effort intense, sans douleur, il n'y a pas de progrès. C'est ce qu'on entend assez souvent, encore aujourd'hui. D'où la nécessité dans l'évolution du sportif à apprendre et à supporter la douleur, quitte à devoir en faire abstraction pour progresser. Et aussi, j'ai mis... Donc la douleur est perçue comme un signe d'investissement. C'est un modèle un peu de résilience et de capacité mentale. C'est digne de résilience lorsque vous faites face un peu à la douleur. Et enfin, juste en dessous, le dernier trait, c'est que par expérience, plus le sportif a de l'expérience, plus il s'expose à la douleur, plus il crée une sorte d'acclimatation à celle-ci. Et aussi en parallèle la perception du danger que le signal par le corps que le signal que le corps expose elle est vécue différente selon la personne et il y a une habituation donc physiologique et psychologique au fur et à mesure. Pourquoi ça ne veut pas passer? Ah si. Donc la motivation et la culture sportive maintenant. Pour la motivation, c'est un peu la même chose. On entend constamment dire qu'une personne elle est motivée ou non, que si elle est motivée, elle va finir par performer. Oui et non. Il y a un peu certes là, juste ici, un cercle vertueux, c'est-à-dire que entre la motivation par la délivrance de l'énergie dont je parlais tout à l'heure vers un but, ça provoque de l'engagement, qui est en deuxième partie. Ça induit derrière la continuité, et donc des efforts, de la persévérance, et derrière, probablement des apprentissages, du progrès et de la performance. Mais la motivation, c'est complexe. J'ai mis juste ici. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain déjà. Ça ne suffit pas forcément à elle-même. Moi, je propose un peu ça. Je dis qu'il faudrait peut-être déjà ajouter de la résilience, donc c'est-à-dire la capacité à avancer malgré les difficultés, les obstacles, de la discipline, qui correspond en quelque sorte un peu au respect d'une super organisation. Mais malgré tout, j'ai mis plus ou moins égal à la performance, parce que est-ce que ça suffit à performer? Pas forcément. Et pour rappel, assez rapidement, on le reverra un peu dans la synthèse scientifique, mais il est conseillé au niveau des sources de motivation, il est conseillé d'orienter ses motivations intrinsèquement, c'est-à-dire pour le plaisir, pour l'accomplissement personnel. Donc maintenant, il me manque un petit truc, voilà. Motivation et douleur. Donc comment ils s'influencent l'un l'autre? Il existe une influence un peu réciproque entre les deux. La motivation, elle impacte la douleur déjà. Il y a un peu cet effet un peu, vous voyez, adrénaline, par exemple du discours, quand on se fait un discours interne face à la douleur, vas-y, t'as mal, dépasse-toi, c'est pas le moment, continue, des choses comme ça. Il y a un peu cet effet un peu adrénaline qui nous pousse à nous dépasser. Une motivation qui est aussi bien orientée, ça permet de nous faire dépasser dans des moments importants. Et surtout aussi lorsqu'on connaît l'impact d'une douleur, de telle ou telle douleur, et qu'elle est plus perçue comme dangereuse par l'organisme, et il y a une certaine habitude, et là la motivation peut servir à faire face à la douleur. Et inversement. Là, en revanche, l'absence de motivation, d'arguments qui nous poussent à mettre de l'énergie, comme je disais tout à l'heure, pour faire quelque chose, alors
là, il devient plus nécessaire ou justifiable de dépasser un certain niveau de douleur pour la personne. Et réciproquement, du coup, avec la petite flèche, la douleur, elle impacte la motivation. Une douleur qui est liée à de la fatigue, à une blessure, la récurrence, le nombre d'apparitions de blessures, de douleurs, ou seulement juste la peur qu'elle arrive, ça va impacter notre niveau de motivation. Et donc j'ai mis tout en bas à gauche un peu ces petits curseurs. C'est un peu comme les curseurs d'une table de mixage pour un son. Pour trouver une bonne harmonie, il faut savoir, vous voyez, comment orienter les motivations, comment trouver le niveau de motivation à avoir et quel impact ça va avoir derrière. Donc, un peu la petite synthèse scientifique, il y a plusieurs études qui avancent qu'une motivation intrinsèque, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est orientée vers le plaisir, vers la maîtrise du geste, ça permet de tolérer la douleur induite par l'effort. Et ça, surtout, ça amène une meilleure gestion psychologique. L'athlète qui est motivé, il donne du sens à la douleur. En revanche, un curseur de motivation ou une motivation qui est mal orientée, elle devient risquée. Les athlètes qui prêtent plus attention aux signaux d'alerte, ou alors que par exemple leur motivation est mal dirigée vers des motivations qui sont extrinsèques. Donc on connaît dans le sport de haut niveau la pression, l'argent, les médias, la famille, plein de choses comme ça qui font qu'il y a certains sportifs, ils s'imposent de continuer malgré certaines douleurs, ou bien de revenir trop vite sur le terrain après une blessure pour pas décevoir, pour être sélectionné. J'ai noté des exemples dans le football professionnel, et je suis sûr que c'est pas que dans le football pro, mais il y a des mecs qui se font infiltrer avant un match pour tenir. Moi, je sais que c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des prises d'anti-inf juste avant le match pour une douleur, pour pouvoir jouer le match ou des choses comme ça, tu vois. Donc et ça, les conséquences de l'ignorance de ces signaux nociceptifs, ça montre par les études que le risque de blessure est accru, et on peut même aller jusqu'à un burn-out sportif. Donc comment on peut agir face à la blessure, face aux douleurs, comment on peut agir nous en tant qu'entraîneur, coach, tout ce que vous voulez, pour essayer de conseiller un peu, bien que c'est très très compliqué et c'est dépendant de plein de choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour conseiller par rapport à ça. Hop. Donc comment conseiller de s'arrêter ou de continuer face à une douleur? Premièrement, les coachs, les entraîneurs, les encadrants du sport, etc., la sportive, ils devraient avoir pour rôle je le disais, attends, je vais attendre avant de passer là-dessus, de conseiller, d'aviser de quand écouter son corps ou pas. Et souvent les coachs, ça arrive qu'ils font abstraction de ça, qu'ils mettent la performance en premier plan. Et je comprends un peu aujourd'hui, même si des fois c'est difficilement compréhensible, mais je comprends que c'est pas toujours simple, parce que parfois il y a des considérations de contexte sportif, des contextes politiques, des contextes financiers qui suscitent un peu d'imposer le dépassement de la douleur, ou en tout cas de y aller, même si tu comprends que la joueuse, le joueur, il est blessé, tu comprends, machin, mais vas-y, essaye et on verra. C'est un peu des choses comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire. Encore une fois, ça dépend du contexte, mais il y a mieux à faire pour la santé et surtout la longévité de l'athlète sur le long terme. Et du coup, ces quelques éléments là que je vais vous présenter, ça peut être un peu un premier niveau d'application. Donc sur quand s'arrêter. Donc quand il y a une perte de fonction aiguë, une douleur qui augmente progressivement au fur et à mesure, qui s'arrête pas d'augmenter, même quand ça peut aller jusqu'à des douleurs nocturnes qui vous réveillent, qui réveillent le joueur, l'athlète. Quand il y a des signes inflammatoires majeurs, une zone, un genou, une cheville qui est très chaude, qui a gonflé, quelque chose comme ça, des symptômes neurologiques ou des douleurs carrément associées à un malaise. Là, dans ces conditions-là, il est quand même plutôt conseillé de dire stop, de mettre le joueur, l'athlète, la joueuse sur le côté, et l'envoyer peut-être voir le staff médical, voir ce qu'il en pense, voir l'avis du staff médical, et pas prendre de risques inutiles là-dessus. Et à l'inverse, sur quand est-ce qu'on peut dire ok, vas-y, tu peux continuer,
quand c'est des douleurs d'efforts qui sont connus, qui sont stéréotypés, bah, par exemple, moi je prends l'exemple en muscu, tu sais très bien que quand tu vas te faire des séries brûlantes ou des choses comme ça, c'est horrible, mais c'est des choses que ça a activé mon Siri. C'est des douleurs que tu peux. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour The Série Brûlante ou des choses comme ça va, c'est horrible, mais c'est des choses que c'est activé mon... Putain. Excusez-moi. Donc, Ça, c'est je disais. Ça, c'est un clip, c'est bon, c'est un clip. C'est un clip. Je disais donc c'est des douleurs d'efforts connus stéréotypés. Ouais, en muscu, quand tu fais une série brûlante, ça va t'arracher les cuisses sur un squat ou un truc comme ça, par exemple. Mais c'est une douleur que tu sais qu'elle va arriver et qui est maîtrisable logiquement. Donc des douleurs tolérables et attendues et des douleurs liées à une fatigue locale. Hop, donc, et pour conclure, en gros, assez simplement, accompagner les athlètes, notamment les jeunes athlètes, je pense que c'est très important, et à orienter déjà leur motivation pour avancer de manière sereine, vers quoi orienter les motivations, sur leur plaisir, sur le plaisir à pratiquer, sur leur façon de bien pratiquer, sur comment bien faire le geste, apprendre, des choses comme ça, apprendre dans un contexte où ils sont aussi un peu en autonomie, où ils sont à la proposition d'idées, de choses comme ça. Donc ça va être des motivations qui sont correctes. Et ensuite pratiquer et conscientiser la pratique au maximum pour qu'ils sachent écouter leur corps et donc du coup apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut savoir se dépasser et aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut dire stop. Donc c'est une limite qui est très très fine. Parfois on la dépasse en pensant qu'on peut la dépasser et en fait, il aurait pas fallu, mais je pense que si déjà on apprend à écouter son corps et qu'on respecte déjà quelques points que j'ai cités précédemment, déjà peut-être on, on s'assure de diminuer un petit peu le risque de blessures qui vont s'aggraver ou devenir chroniques. Voilà, donc si vous avez des questions, et sinon, merci pour votre écoute. Déjà, mec, t'as un visuel, il est monstrueux. J'adore le visuel, là. Oh, mais violet, avec les LED derrière, ça rend trop bien. Voilà, et tout des LED, mec. On se fait J'aime une bien bière. aussi. Moi, j'avais une question, justement. Si tu peux revenir sur ton diapo. Ouais. Euh, Où ça? Celle où t'as le truc vert, là, et pour dire go, là. Ouais. Ouais, ça, voilà. Où tu mets douleur tolérable et attendue. Alors, du coup, c'est pas une douleur connue, mais par exemple, dans le cas d'une tendinopathie, où est-ce que tu t'arrêtes? Parce que tendinopathie, si t'es en muscu, un truc qui fait mal, tu vas lui dire arrête parce que bah là, où tu vas changer pour éviter d'aggraver le truc. Par contre, quand t'es en match, est-ce que vraiment tu t'arrêtes sur ça ou est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que derrière, c'est pas un truc où ça risque de péter du jour au lendemain, tu vois. C'est une tendinopathie, normalement, c'est pas que c'est le tendon d'Achille, c'est pas que le tendon d'Achille va péter ou le tendon rotulien il va péter d'un coup. Mais est-ce que tu t'arrêtes? Parce que souvent les athlètes ils vont dire bah non là vas-y je sais pas je mets un strap ou je mets un truc et je joue anyway tu vois. Ouais, bah, moi, je suis plutôt partie prenante du fait que jouer enfin, essayer de performer sur une douleur, euh, encore une fois, en fonction du contexte, hein, évidemment, tu joues le match de ta vie, ou la compétition de ta vie, ben voilà, bah, je pense que performer sur une douleur, c'est pas la meilleure des solutions. Mais après, je pense que ouais, comme tu dis, sur une tendinopathie, il y a des solutions qui existent sur le moment. Des fois, tu peux pratiquer avec aussi. Il y a, il y a les kinés en avant-match qui sont là pour essayer de participer un peu à l'échauffement, pour poser des tapes, des choses comme ça, comme tu dis. Donc, je pense que je saurais pas te dire, je vais pas te dire, je sais pas si c'est extrêmement risqué ou pas risqué. C'est faisable, oui. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai que c'est ce genre de douleur où tu sais que tu peux potentiellement aller à l'encontre de cette douleur et y aller au mental comme tu disais au tout début.
Ça reste, si c'est une gêne permanente, mais bon, après ça dépend aussi si c'est le joueur, le plus important de l'équipe, ou Ouais. si c'est, le mec qui est au fond du banc, bon, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais du coup ça me fait partir sur un deuxième truc, c'est, heu, comment vous parlez, alors soit à vos jeunes, soit à vos surtout moins jeunes, qui vous parle d'anti-inflammatoire H24. Parce que moi, souvent, c'est ah bah tiens, j'ai mal, je prends un anti-inflammatoire. Ou genre là, typiquement, le joueur que j'entraîne, là, qui a son tendon d'Achille, il peut recommencer à trottiner. Il a été sélectionné pour le match dimanche dernier, il a joué. Et sauf que du coup, il a fini, il avait le tendon qui était on fire. Et il me dit le soir, non mais vas-y, c'est bon, hein, je vais prendre un anti-inflammatoire. Et je lui dis, non, non, ton truc, il a travaillé, mais laisse-le reposer. Si vraiment la douleur, elle est hyper intense, parce que bon, dernièrement, ça empêche de dormir, faut quand même prendre en compte la personne, tu vois. Je lui dis privilégie la glace, mais les anti-inflammatoires, vraiment pas. Et donc, comment vous éduquez vos joueurs, vos athlètes et tout sur ça? Bah, moi, c'est un peu comme toi. Bah, déjà, pour finir sur ce que tu disais avant, là, pour faire le parallèle, si tu as une tendinopathie ou un truc comme ça, déjà, c'est qu'il y a une problématique derrière. Donc, performer dessus, ça m'étonnerait que tu améliores l'état de ton tendon sur le moment, tu vois déjà. Donc, ça, Mm. c'est ma première réflexion. Et ensuite, à, par rapport à l'histoire de l'anti-inf, nous, les joueuses, elles sont quand même de plus en plus conscientes, je pense, du fait que l'anti-inf, c'est pas la solution. Mais par contre, et du coup, elles en prennent très peu, je pense, sauf en cas de douleurs, du coup, qui sont insupportables pour faire performer le soir, parce qu'il y a besoin qu'elles soient sur le terrain ou même des fois l'entraînement. En fait, c'est chiant parce que l'entraînement, tu te dis, bah, c'est pas important, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, dans un collectif où t'es pas nombreux, une douleur qui est comme ça, un peu inflammatoire, et qui du coup est potentiellement moins dangereuse, entre guillemets, et que derrière, dans le contexte, si ta joueuse là, elle est pas sur le terrain, bah, ça complexifie ton entraînement, ton opposition, etc. Ben là, ça peut arriver que c'est très rare, mais c'est déjà arrivé qu'une joueuse prenne un anti-inf pour que la douleur passe le temps de l'entraînement, un truc comme ça. Mais moi, en tout cas, dans mon contexte à moi, les joueuses, je pense qu'elles sont vraiment conscientes que c'est pas la solution, qu'il faut éviter et que du coup, elles en prennent le moins possible. C'est bien d'avoir une éducation à ce niveau-là, parce que c'est sûr que surtout bah, chez les adultes, tu vas pas voir ça chez les jeunes, mais chez les adultes, anti-inflammatoire, antidouleur, blablabla, c'est hyper courant. Euh, Rouziera, vous avez des remarques, des questions, des trucs? Perso, moi, elles sont presque toutes anti-inflammatoires le week-end. C'est une catastrophe. Genre, vraiment, c'est un fardeau, ce truc-là. Et je comprends pas qu'ils essayent pas d'aller chez le kiné, de faire des choses comme ça. Même si nous, on essaie de les professionnaliser, on essaie de les pousser vers ça. Mais ouais, c'est une chose, l'année dernière, elle était tous les week-ends sous le patch de Voltaren sur la nuque, avec anti-inflammatoire et tout ça. En gros, c'était une centrale, elle avait une grosse douleur au niveau du cou, parce que sur les attaques, c'est des attaques rapides avec la tête qui part sur le côté. Donc, je pense qu'il y avait un gros travail au niveau du cervical à faire, que j'ai un peu commencé à faire, mais douleur, c'est compliqué. Et en fait, elle pouvait pas ne pas jouer, mais comme c'était notre meilleure centrale. Donc, chaque week-end, elle jouait avec un patch de Voltaren, avec des anti-inflammatoires, des trucs un peu chelous. Genre, vu comme c'était pas forcément des françaises, tu vois, c'était une italienne. Elle avait un petit sachet là qu'elle mettait dans son eau ou je sais pas quoi, ou qu'elle prenait comme ça. J'étais en mode, ouais, je sais pas ce que c'est ça. Et En fait, ouais, en vrai, c'est des solutions de facilité, surtout quand tu es pas forcément conscient entre guillemets, des dangers que tu prends. Tu vois qu'il y a une pastille qui te fait passer la douleur le temps d'un match et à côté de ça, il faut que tu ailles chez le kiné, que tu fasses 15 séances et 15 séances de muscu pour que ça aille mieux. Bah, tu vas prendre ta pastille pour que ça aille mieux le jour du match, tu vois. Mais hmm. sur le long terme, c'est sûr que c'est pas la bonne solution. Ah, mais c'est clair, moi je suis complètement d'accord sur ça, mais sur l'éducation, ouais, c'est vrai que je pense pas que c'est en rabâchant sur le banc avant qu'elle le prenne et de Non. mettre en discours un peu moralisateur que ça va passer. Mais le problème, ça serait plutôt dans l'éducation, tu vois, dès le plus jeune âge, tu vois, dans les pôles, dans les structures comme ça.
Je pense que ce serait hyper intéressant de mettre genre des préventions sur ce que ça peut faire. Et on parlait aussi des infiltrations. Quand tu vois les discours, là, c'était un joueur de Monaco qui avait au football, qui avait joué presque sous infiltration à chaque match. Et le problème, c'est qu'en fait, ça grignote le cartilage et au bout d'un moment, bah, ton genou, il tient plus, quoi. Donc c'est pire, tu ruines ta carrière, tu t'arrêtes plus tôt, au lieu d'aller prendre le temps de réparer ça. Après, je comprends qu'il y ait des enjeux et des périodes sportives importantes, mais Oui, mais regarde, tu vois, le dernier Roland-Garros que Nadal gagne, il joue quasiment tous ses matchs sous infiltration parce qu'il a sa maladie au pied. Et il gagne Roland-Garros comme ça. Bon, par contre, à la ouais, fin mais des t'as matchs, fait il a les... pas marché. Mais par contre, il gagne Voilà, c'est ça. Roland-Garros. Il a 14 Bah grands oui, chelems. Ah, là-bas. ouais, c'est Mais ça, ça, tu vois, c'est le choix que tu fais à quel moment, quoi. Non, mais C'est sûr après, qu'il ouais, mais le ça, fait pas c'est un tous les choix d'un week-ends. athlète, tu et vois. voilà, c'est ça. Le truc, Ou c'est que peut-être c'est pas un d'un athlète, choix. mais tu peux pas le faire en sport co. En sport co, tu peux pas, l'entraîneur arrive et dire, ouais, tu dois jouer et tu dois jouer sous infiltration. C'est-à-dire que c'est une forme de violence où tu vas pousser l'athlète à détruire son corps pour qu'il puisse jouer. Alors que quand tu es dans un truc individuel, en fait, au final, c'est ta responsabilité. Sauf que quand c'est collectif, tu peux pas aller chercher le mec et lui dire, ouais, Ouais, tu mais vas mec, sur ça arrive infiltration. dans les sports co, le Ah rugby, oui, le hand, ça arrive etc. C'est trop. le cas, hein. T'as le médecin, t'as des médecins, même des kinés, ou des fois, pas forcément avec des mauvaises intentions, mais bah là, le kiné, le médecin, il sait que le coach, il veut la joueuse ou le joueur sur le terrain. Ben, la solution actuelle, si tu veux jouer, c'est tu prends un anti parce que moi, je vais rien pouvoir faire là, en fait. Donc, Hmm. Ah, pour moi aussi, ouais, ça serait au niveau des staffs médecins de faire ça. Parce qu'en fait, eux, leur solution, c'est une solution rapide. En fait, c'est pas ce qu'on veut, une solution rapide. C'est mm. la longévité qui est importante au final. Enfin, Bah ouais. tout dépend de ton projet sportif aussi. Mais je suis d'accord avec toi que oui, tu peux jouer ta carrière avec des infiltrations, des trucs comme ça, mais le résultat, c'est que on aura peut-être des études dans quelques années qui montreront que bah ouais, il peut plus marcher et que son pied peut plus servir à rien, quoi. Après, Sauf si ben, après il est archi bien entouré, hein. On parle de quand même un joueur professionnel, mais tu prends le pimpin du week-end là, qui fait ses matchs d'infiltration, il aura pas d'aide, il aura rien de pour s'aider à la fin, tu vois. Ouais. Donc c'est compliqué quand même comme. après, moi, ce que j'ai à dire, c'est, j'ai déjà été confronté beaucoup de fois au fait de, tu as beau vouloir éduquer, mais la figure autoritaire au-dessus de toi d'une certaine manière, ça va être le médecin. Si le médecin il dit que, eh ben en fait on va prendre le sportif en lui-même, il va pas vouloir t'écouter parce que la figure autoritaire qui est le médecin a dit que, et donc le médecin a raison. C'est même pas forcément par rapport au staff, c'est même pas forcément par rapport aux entraîneurs ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur bah, le médecin et la croyance par rapport à la légitimité du médecin par rapport au reste, et etc. J'ai parlé avec certains étudiants en médecine ou même déjà des médecins où on avait en fait parlé de la prise anti-inflammatoire, mais vraiment précisément ça. Et il me défendait avec toute l'assurance du monde que pour que allez, en fait ça nuançait très peu, mais ça pouvait nuancer, mais en gros c'était sur d'une manière générale, non, il faut prendre des anti-inflammatoires. Si tu veux que guérir, il faut limiter l'inflammation locale, donc il faut prendre des anti-inflammatoires. Et tu sais, genre c'était dur comme fer. Alors que d'un autre côté, par rapport à certaines interventions, c'est pas des interventions, mais comment est-ce qu'on peut dire, certains suivis, au contraire, on va vouloir inflammer très localement et très peu la partie, par exemple, s'il y a une tendinopathie ou s'il y a autre chose, mais ce qu'on veut, voilà, c'est inflammer un tout petit peu pour pouvoir permettre une meilleure irrigation, une meilleure circulation sanguine, très localement. Donc d'un côté, on a certains qui défendent à tout prix les anti-inflammatoires, alors que d'autres, qui nuancent beaucoup plus et selon le contexte, va vouloir utiliser plus ou moins d'inflammatoires ou en fait vouloir carrément inflammer la zone.
Du coup, moi, c'est ce que j'ai plutôt été confronté à. Par exemple, ma vision dessus, c'est les anti-inflammatoires, c'est un no-go. À part, bien sûr, c'est comme le froid, c'est à part si c'est vraiment trop douloureux et si en fait on atteint des seuils qui soient forts et insupportables pour la personne. Et dans ce cas-là, bon, ok. Mais bref, moi j'étais vraiment confronté aux deux et tu t'as beau parler, t'es qu'un préparateur physique et t'es pas médecin, tu sais pas quoi. Euh, Ça c'est revenu Et plusieurs fois. après, le problème, c'est si tu joues le gourou à dire ouais, ton médecin écoute-le pas, au final, tu te détruis clairement l'image de la médecine et C'est ça. de ce qui doit se faire en termes de mieux, même si très bien que des fois il y a des petites controverses chez les médecins. Et je crois que Clément Goussin, il a fait une petite vidéo là-dessus sur dire qu'il faut pas écouter son médecin sur la réhab. Mais au final, malheureusement, c'est lui qui a la figure la plus haute. Et si tu la destitues, bah, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir un médecin. Donc tout le monde peut être médecin et tout le monde peut faire 7 ans d'études pour te dire ouais, il faudrait que tu fasses ça. Après, Malheureusement, c'est là où il y a une problématique quand même. C'est vrai aussi. après, ce que je me dis, c'est faut pas aller contre l'avis de son médecin, mais il faut peut-être justifier le pourquoi. Hmm. Tu vas dans le sens et tu justifies. Tu dis, bah, selon moi, je pense que c'est pas forcément une bonne analyse ou en tout cas une bonne chose à adopter parce que ça. À partir du Hmm. moment où tu peux bien justifier tout ta pensée, etc. Bon, ça légitimise déjà plus, mais par contre, derrière, il faut avoir des arguments en béton parce que tu sais déjà que tu pars avec plusieurs pas de retard, quoi. Bah, Vieira, je pense Après, que tu seras d'accord, mais pardon, je te coupe Benoît, mais quand on était à l'accro avec Vieira, on avait la chance quand même d'avoir un vrai staff médical au final, parce qu'on était tous les deux prépa physique avec Vieira. Bon, plus les stagiaires, mais on va dire on était tous les deux. Un kiné, même deux kinés, deux ostéos chez qui on pouvait renvoyer, un médecin du sport, et il y avait même un podologue. Et on avait un groupe médical, et il y avait un vrai suivi et une vraie communication entre tout le monde. Et du coup, chacun avait ses spécificités. Nous, après, on était étudiants, on était quand même étudiants. M2, t'as pas beaucoup de recul sur ce que tu fais. Au début, tu parles avec des personnes qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience derrière eux. C'était un peu tendu au départ, mais en tout cas, il y avait une vraie communication entre le médecin, la kiné, l'ostéo. Moi, j'ai fait ça, j'ai vu ça, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez, bam bam. Et au final, c'était pas le médecin qui disait, pourtant le médecin du sport qui a vraiment pas mal d'expérience et tout, moi j'ai la science infuse sur ci, j'ai la science infuse sur ça. Et après, de toute façon, ça n'empêche pas de faire des erreurs quand même. Mais au final, et nous qui étions sur le terrain, je pense que le travail qu'on faisait quand même qui était qualitatif, c'est que comme on voyait les mecs tous les jours, on faisait quand même des feedbacks récurrents et relativement qualitatif qui permet d'avancer dans la bonne direction. Et du coup, c'était pas du tout ah moi je pense ci, toi tu penses ça et ça clash. C'était ok bah comment on fait et sans après on était plus ou moins tous sur la même longueur d'onde. Donc ça c'était cool, mais ça se jouait surtout au niveau de la communication sur le staff médical quoi. Ben, je prends un exemple que moi j'avais trouvé fou. C'était le médecin avait donné d'une certaine manière un verdict en disant il y a ça, il faut faire ça. Nous, on fait ça, on voit ça, on se dit ah mais c'est bizarre. Du coup, on fait remonter l'information. Du coup, il revoit par rapport à cette problématique-là qui est un peu plus spécifique. Et là, il redit quelque chose. Et juste après, la kiné donne un autre truc, dit ok, viens me voir, va le voir. Ok, moi j'ai vu ça, 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 ça. Ensuite, l'ostéo voit ça, se dit ah, ok, un peu bizarre aussi, viens me voir. L'ostéo, il allait voir l'ostéo et en fait, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé au début. Mais c'était très cool ce truc de descendant, on se rend compte quand même que non, ça remonte, ça redescend, enfin, ce genre de processus, mais qui à la fin a réglé le problème, finalement. Et c'est là où tu te rends compte que bah, tout fonctionne ensemble, c'est vraiment un staff. C'est vraiment quelque chose où on peut pas isoler chaque cas et on peut pas isoler chaque corps de métier parce qu'ils fonctionnent vraiment ensemble.
Et bon, bien sûr, ce serait l'idéal pour absolument toute structure. Euh, et aussi avoir des gens qui soient impliqués de cette manière-là, parce que en fait, ces gens-là ils n'étaient pas là au quotidien, n'étaient pas là pour travailler avec nous, mais ils se rendaient disponibles et ils jouaient le jeu, ils jouaient vraiment, vraiment le jeu. Et c'était ce qui faisait que c'était vraiment bien, quoi. Mm. Et après, tu vois, un thème qui est intéressant, Baudouin, que t'as amené, c'était au tout départ sur les types de douleurs. Quand tu dis faire une série à l'échec ou alors tu fais de l'endurance de force et ça brûle, bon bah c'est une forme de douleur, mais là pour le coup tu dois passer outre parce que c'est juste le travail qui est comme ça en fait. C'est pas autrement. Si tu fais de l'iso longue, ça brûle, mais bon bah faut le faire quoi. Euh, Justement, moi j'ai un peu ce truc-là avec mes gamins. Je lisais justement, enfin je lisais ou c'était un post Instagram, je sais plus, mais qui parlait justement de cette zone rouge de l'effort, que ce soit dans le cardio ou que ce soit dans la musculation, et que c'est quelque chose que tu apprends en fait. C'est pas inné parce que ton cerveau quand il sent ça, il dit red flag, faut s'arrêter, tu vois. Et Exactement. comment vous inculquez à vos joueurs ou joueuses, parce que j'imagine que même au niveau, il y en a, c'est compliqué de se mettre dans cette zone rouge, cette capacité à se dépasser, à se surpasser malgré la douleur, parce que je sais que moi, chez mes joueurs, là, bah, je leur fais des cardio, des intermittents qui sont censés être durs, tu vois, ce mercredi, on a fait du 2 minutes, 1 minute. 2 minutes, 1 minute, c'est chaud, hein, t'as pas beaucoup de temps de récupération par rapport au temps de travail. Et à la fin, ils me disent RPE 8, je les vois à peine transpirer, je les vois souffler un peu, mais enfin sur un effort. Alors certes, il y en a un qui a 12 ans et elle en a 17, mais t'as un effort, ou même si t'as 12 ans, à la fin, tu devrais être carbonisé, tu vois ce que je veux dire. L'autre qui a 15 ans, c'est un peu le même truc. À la fin, il me dit, alors lui, il arrive à se pousser un petit peu plus, mais c'est difficile de les avoir à cet âge-là, vraiment. Complètement mort, tu vois. Alors, est-ce que c'est physiologique aussi à leur âge? Je me rends peut-être pas très compte. Mais sinon, comment vous arrivez à amener cette difficulté, cette perception de l'effort et aller au travers de ça? Ben, je pense que en fait, c'est beaucoup d'expérimentation, enfin pour les jeunes notamment, mais pas que les jeunes, parce que t'as même des athlètes peut-être qui n'ont pas forcément expérimenté assez ce genre de choses. Mais je pense que c'est ouais, une question d'expérience déjà. Moi, dans mon contexte à moi, je pense que des fois, tu vois, je suis pas assez directif, je suis un peu trop en mode protection de l'athlète et du coup, quand il y a une personne, tu vois, je vais prendre une piste, il y a une personne qui va me dire ah putain là ça commence à me faire mal au dos ou là ça commence à me tirer. Du coup, bah là moi je suis un peu partagé. Je sais pas si je dois pousser la personne dans ses retranchements malgré la douleur ou un truc comme ça parce que en fait la problématique c'est que c'est quelque chose enfin je l'ai dit dans la présentation, la douleur c'est quelque chose d'hyper personnel. Donc tu sais pas si pour elle c'est une vraie douleur qui est mauvaise ou si c'est une douleur plutôt justement parce que t'es pas habitué à ce genre d'effort et que du coup ton cerveau te dit stop mais en fait tu pourrais faire plus. Donc je pense qu'il faut, ouais, ça passe par l'expérimentation à fond. Peut-être des fois justement pousser un peu plus chez les jeunes quand tu vois que la personne est en forme et que justement peut-être au niveau du ressenti, enfin, au niveau visuel, tu vois, la personne, toi tu dis ton gamin il dit RPE 8, bah c'est peut-être réellement il te ment pas, c'est peut-être réellement son RPE 8 actuellement, mais par contre il est à son 80% ou 75%, et toi visuellement tu as cette impression-là, peut-être que du coup c'est le moment d'essayer de le pousser un peu plus, lui dire non vas-y donne un peu plus, t'es derrière son cul, tu, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses, et en fait bah là lui il se rend compte sur cette séance que il a pu faire plus et sans forcément dépasser son seuil de douleur qu'il avait initialement. Et la séance d'après, peut-être que, et puis comme ça, par expérimentation progressive, là, il va commencer à connaître un peu ses seuils de douleur et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Je pense que c'est un peu à tâtons, tu vois. J'ai pas d'autres pistes de réflexion là comme ça de but en blanc à te donner, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Parce que du coup, ça implique alors après, j'aimerais bien avoir l'avis de Proust et Vieira qui ont fait des sports où, enfin Proust qui fait Ouais. toujours tu vois, des sports où c'est beaucoup plus violent, tu vois. Proust, le but c'est de se mettre par terre et de se foutre sur la gueule. Et Vieira, dans une certaine mesure, tu mets un casque et des shoulder pads et derrière tu te tabasses aussi. C'est un peu le même truc. Mais dans le tennis, t'as
Tu ce truc de justement devoir dépasser une petite gêne, une petite douleur sur une durée qui va être indéterminée. Parce que si t'as mal au troisième jeu, mais que ton match il va durer 2 heures et que tu vas me faire un Ouais. 7-6, 7-7-6, tu vas peut-être avoir mal, mais il va falloir que tu ailles contre ça pendant une durée indéterminée. Mais généralement, ça va être un sport où tu vas te faire mal physiquement, mais volontairement, quoi. C'est à quel point toi tu vas être capable de te mettre dans la zone rouge. Donc c'est ça qui est un peu dur, c'est que du coup on n'est pas sur un sport qui va directement te mettre dans la douleur parce qu'il y a du contact, parce que il y a du combat, tu vois. Et du coup on se retrouve avec comment dire, avec des scénarios où les gamins, je te dis, ont du mal à se pousser, ont du mal à se mettre dans le rouge, et derrière, bah, quand tu arrives sur le terrain et qu'il faut aller outre ça, outre ces trucs-là, bah, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, parce que déjà, et même en leur ayant inculqué au travers de tests, par exemple, quand je leur fais un yo-yo, bah, ils doivent se pousser, tu vois, ils ont pas le choix, ils doivent aller au maximum, machin. Mais du coup, euh, il arrive pas à se pousser, quoi. Tu vois? Attendez une seconde. Mm. Genre, tu vois, même si, désolé, il y a la daronne, mais tu vois, même s'ils doivent se pousser, t'arrives à un moment où en fait le gamin il s'arrête en mode ah non, mais là ça commence à être un peu dur. Bah non, mais frérot, t'es censé finir le truc, être complètement carbonisé. Et là, je m'en fous que t'aies 10 ans ou que t'aies 18 ans. Tu vois, genre là, tu dois juste donner tout ce que t'as. Si tu donnes pas tout ce que t'as, c'est pas bon. Par contre, si tu donnes tout ce que t'as et que le score il est pourri, bon bah c'est pas grave. C'est ton niveau actuel et on va progresser. Et typiquement, mon gamin de 15 ans, quand on a fait ça, il avait réussi à se pousser, tu vois, même si le dernier, tu vois, il aurait pu faire un palier en plus. Il dit non, non, là, je peux plus, j'arrête. J'ai dit non, vas-y, vas-y, continue, tu peux le faire. Et son père, il l'a boosté un peu, et il a refait encore un ou deux paliers, donc la preuve qu'il en avait. Et à la fin, il a vraiment fini carbonisé, donc il sait ce que c'est. Mais derrière, quand il se retrouve sur le tapis, il se remet pas dans ces états-là, tu vois ce que je veux dire? Tu me fais rire parce que j'ai été confronté à exactement ça, où moi avec mes athlètes, donc athlètes d'athlétisme, tu as ce truc de arriver à te mettre dans certaines souffrances, dans certaines conditions où c'est très dur parce que ça va très loin, mais, mais c'est en compétition par rapport aux autres. Tu es capable de le Ouais. faire parce que tu as des gens qui sont devant toi ou autour de toi. Mais par contre, quand tu es tout seul, tu n'y arrives pas. Et là, moi, j'ai été confronté à ça, et même sur terrain, ensuite, j'y ai fait plus attention et du coup, j'ai vu. C'était très intéressant, ça. On a fait un test VO2 max sur tapis roulant. Et pour la plupart, c'était la première fois sur tapis roulant. Et du coup, c'est des efforts moi, je le savais pas. Parce que pour moi, ça me paraissait assez normal. En plus, c'est des athlètes. Je me dis, bon, des fois, je sais pas, tu peux aller sur tapis roulant ou quoi que ce soit. Mais non, ils ont jamais été sur tapis roulant parce que jamais qu'on été confrontés. Et du coup, on était là, on était en mode, bon, bah déjà, ça va biaiser un peu le test. Mais bon, on est là, on va quand même faire le test. Et ce qui a été très intéressant, c'est j'avais un jeune qui n'en pouvait plus déjà, mais genre ça faisait longtemps qu'il n'en pouvait plus. Et il était là, il continuait, il continuait, il continuait. Et moi je lui disais, il faut vraiment que tu y ailles à fond. Et le gars, il s'est arrêté juste après avoir fait un score un poil mieux que le gars d'avant. Genre en mode, le gars d'avant, par exemple, il a pas passé le palier 18. Lui, il a à peine passé le palier 18, il a arrêté. Et, et je lui dis, non, t'en as encore, tu peux le faire. Il me fait, non, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et, et plus tard, quand il est un peu plus calme, il me dit, purée, oh, j'en pouvais plus, mais au moins j'ai battu l'autre. Et moi j'étais là, j'ai fait, mais c'est pas ça le but. Le but, Ouais, c'est voilà, pas. il s'est calé sur l'autre. Ouais. C'est ça, le Mais but, c'est une c'est. question d'objectif à chaque fois, hein. C'est une question de qu'est-ce que dans ta tête tu as envie de faire, où est-ce que tu as envie d'aller, etc. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les motivations, hein. Là, moi j'ai exactement la même chose avec une des joueuses qui m'a redit hier. Elle m'a dit, moi sur le test de 30-15, Thomas, je me fixe 18,5. Une fois que je l'ai passé, je suis contente et ça me va, quoi. Alors que je suis sûr qu'elle est capable d'aller chercher peut-être les 20, quoi. 19-20. Et
Mais c'est une question de qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu es centré sur toi, ta performance, et tu te dis, pour moi, je vais aller au plus loin, ou est-ce que tu te dis, je vais essayer d'aller chercher ça parce que c'est les moyennes qui sont demandées, ou est-ce que je vais aller chercher ça parce que le meilleur à côté de moi, il fait ça, mais donc je vais chercher un peu plus. Tu vois, je pense que c'est vraiment c'est très réducteur de dire ça, mais ce que le mental va décider de faire, tu vas le faire, quoi, généralement. Et du coup, au-delà de la motivation, c'est pas aussi une question de profil psychologique. Genre celui qui va être constamment dans la comparaison, il va se dire bah moi si je suis au-dessus de la moyenne c'est bon tu vois. Comme ça, Mm. dès que je me compare, bah ouais, non, en gros, j'ai 50% de chance, voire plus, d'être meilleur que le mec qui est à côté de moi, tu vois. Celui qui est pareil dans la comparaison, mais quand même qui va vouloir plus se pousser, il va vouloir le top, tu vois. Et t'as celui qui va être full intrinsèque, qui va être en mode, moi de toute façon, je m'en fous, si le meilleur il est à 13, mais je peux faire 21, et ben je vais faire 21, tu vois ce que je veux dire? Peu importe, moi je veux juste être le meilleur de moi, ou alors si le meilleur il est à 21, mais que moi mon meilleur c'est 18, et ben écoute, je ferai 18, tu vois. Est-ce que c'est pas une question de profil psychologique aussi? Si, Mais carrément. après, je pense que c'est aussi une culture. Culture du club, Oui. culture de la personne, culture de ton entraîneur. Aussi, toi, en tant que préparateur physique, c'est quoi ta philosophie? C'est quoi aussi la force que tu arrives à mettre dedans? Et c'est quoi aussi la relation que tu as avec et le travail que vous avez fait depuis longtemps? Moi, c'est là où je me suis rendu compte que, par exemple, avec l'exemple que j'ai donné, je me suis dit, merde, c'est quelque chose que j'ai pas assez bossé avec lui. Ce truc de n'essaie pas de faire mieux que les autres, essaie de faire de mieux que tout le monde. Et parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi qui le stimule. Et du coup, bah, ton discours, tu vas le modifier par rapport à ce qui le stimule. Euh, mais je pense aussi par rapport à ça. Mais toi, Closet, tu as dû le voir au Canada, mais sur les sports américains, mais même juste la philosophie américaine, on est sur quelque chose qui est c'est quelque chose de très barbare, où on est sur euh, puissance, force, force, puissance, être le meilleur, et on va tout donner, et on va tout donner. Et, et ouais, du coup, c'est pareil un peu sur les philosophies un peu, euh, comment j'allais dire soviétique, mais c'est pas ça, mais de l'Est, on est un peu sur la même chose, où en fait, pareil, c'est assez dur, mais là-bas, c'est parce que aussi, t'es déjà éduqué dur, et t'as une mentalité qui est jusqu'au boutiste. Ouais. Euh, comment est-ce que tu arrives derrière, en fait, à inculquer cette culture d'entreprise, je vais dire ça comme ça, mais c'est ça, Ouais, c'est comment... un mix. Mais après, c'est vrai que tu as le mix de la culture et de la culture de ton sport aussi. Tu vois, tu parlais du Canada. Ce qui était hyper intéressant, c'est que Canada, j'ai vu genre à peu près 300 athlètes. Athlètes, foot américain, foot normal, féminin, basket, hockey et j'en oublie, je crois. Mais tu vois, ça et volleyball. Et chaque équipe, chaque sport a aussi ses profils psychologiques, tu vois, ou a ses trucs. Les mecs, et généralement, plus le sport il est dur, genre football américain ou hockey, parce que ça se tape dessus, plus les mecs, ils sont motivés et ils en envoient, tu vois. Plus c'est soft, un peu plus le basket, quoi qu'encore basket, ça dépend. Euh, Foot un petit peu volet, plus ça s'écoute en fait, tu vois. Et donc je pense qu'il y a vraiment un truc de culture du sport aussi, où bah, entre le hand, le tennis, le judo, le foot américain, tu vas avoir ok des cultures dans enfin des profils psychologiques qui vont être différents, tu peux inculquer des cultures différentes, mais déjà le sport et ceux qui réussissent dans ce sport-là ont du coup sont un peu, je vais pas dire prédéterminés, tu vois, mais il y a une forme ouais, de si tu réussis à ce niveau-là ou tu es dans ce sport-là, c'est aussi que tu as un profil psychologique un peu particulier, quoi, et propre à ce Ouais, sport-là. Donc après, comment te faire passer un joueur de tennis à un joueur, un judoka, tu vois? Moi, mon gamin, je sais pas si en termes de profil psychologique, j'arriverai à lui faire passer ce truc-là d'être un gros bonhomme, tu vois, et prêt à aller se taper et se mettre dans la zone rouge, dans les escaliers, et le mec est fini, il est sur le dos. Mais c'est pas grave, Tu vois, l'autre jour, je lui fais un truc cardio et tout on va sur un city, un truc un peu différent.
Et justement, je fais des efforts à peu près 40 secondes, une minute l'équivalent en repos, tu vois. Mais des trucs un peu, je voulais travailler un peu dans le lactique et tout, tu vois. Euh, et je vois qu'il se donne pas à 200%, clairement, mais il sandbag de ouf. Et je lui dis, ok, au lieu d'en faire 6, on en fera encore 2 dernières, par contre, tu m'arraches tout, ok? Au lieu d'en faire 6, on en fait 4. Et là, le mec, il a boosté ce qu'il était capable de faire, mais genre de 50%. Là, les burpees, l'échelle, les trucs, les machins, bam, bam, bam. Je lui dis, mais pourquoi tu me fais pas ça à chaque fois? Il dit, bah ouais, mais il en restait encore 2. Je dis, mais le but, on s'en fout. Justement, c'est programmé pour que justement tu sois au bout, mais que tu aies un peu le temps de récupérer, que tu te remettes dans le rouge et que tu. C'est fait exprès. Si du coup tu dis, ah mais non, mais sinon je vais pas réussir à faire. Mais en fait, si la dernière tu me la fais pas, parce que au bout de la 5e, t'es rôti sur le dos, moi ça me va, on la fait pas la 6e. Mais juste là, du coup, le mec sandbag, et au lieu d'être en machin, il est juste en petit aérobie, zone 3, tranquille, je fais mes petits burpees, Ouais, je fais mon petit tour. les premières séries, du coup, ont servi à rien quasiment. Parce que Exactement. t'as pas eu. Et Et du coup, j'ai eu la même chose sur des tests en fly, genre 20 meters fly, où en gros les gars, hmm, au lieu d'accélérer dès le début, ils partent en mode tac 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 tac. Au moment où ils passent les cellules, ils accélèrent d'un coup. Je suis là en mode, pile pas. mais c'est pas ça le but! C'est pas Ouais. ça! Ok, c'est une accélération progressive, mais t'as accélération dans les 10 secondes pour le mettre, quand même. Ça, c'est un truc Et qui est du archi dur. L'intention qu'ils mettent dans leur Ouais. séance, c'est un truc que, en fait, je pense que ça doit être travaillé. Et je le vois même en muscu. En fait, j'essaie de leur faire comprendre que ton max, quand tu fais de la force, ça doit être dur. Ta barre, tu dois être un peu dans le mal. Et en fait, elles ont aucune intention, et pareil chez les garçons, aucune intention de mettre de l'impact dedans. Parce que t'as pas été éduqué à mettre de l'intention dans ce que tu fais. Que ce soit sur les échauffements, que ce soit sur les trucs comme ça, dans le volet, c'est très compliqué. Et même dans le judo, mais je pense que ça s'apprend. C'est une résilience. Je suis d'accord que tu as le côté motivationnel et du coup orientation des motivations hyper important et que pas grand monde développe parce que ça se fait un peu naturellement. Soit tu te compares à l'autre, soit tu le fais pour toi. En fait, ça, tu vas te l'auto-centrer en fonction de toi, ce que tu as vécu. Mais je pense que ça peut s'apprendre. Mais tu as aussi le côté résilience de l'effort où en fait, dans certains sports, bah, vu comme tu as été confronté à des trucs durs, tu vois les autres se mettre dans le mal, tu sais que c'est comme ça, bah tu te dis, bah ouais, bah, moi je vais faire pareil. Et de l'autre Après, côté, tu as un sport où t'as pas forcément de mise en mal, où c'est plutôt un truc où, ouais, le volley, après, le temps que c'est tu pas, c'est mets, pas un sport où tu te mets ça, dedans. ça s'apprend, mais je vois aussi, alors peut-être que ça vient aussi de tes entraîneurs, etc. Pareil, l'attention que tu portes à ton entraînement. Moi, je vois chez les gamins, enfin, moi, je me rappelle, peut-être que j'ai une vision erronée de la chose, tu vois. Mais le fait aussi de pas beaucoup m'entraîner quand j'étais jeune, tu vois, je m'entraînais 2, 3 fois par semaine max. Genre chaque entraînement que j'y allais, j'étais trop content d'aller à l'entraînement et genre je prenais tout ce que je pouvais prendre, tu vois, dès qu'on me donnait un conseil, j'essayais de l'appliquer, j'essayais vraiment d'être laser focus dans mes entraînements. Là, moi, on est avec des gamins, ils vont plus se concentrer sur on fait un match sur le score et t'annoncer le score et il y a combien, la balle elle est un tout petit peu faute, je la joue pas alors que vas-y on pourrait la jouer mais parce que c'est une balle que vas-y je vais taper en plus, progresser et avoir cette attention de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et eux, est-ce que c'est une question d'âge aussi parce qu'ils ont 12, 13, 15 ans, est-ce que tu vois, ils sont plus juste focus sur le résultat, tu vois. Le Non, score, j'ai gagné, j'ai perdu. Comment vient Baudin? et franchement, je pense pas que ce soit une question d'âge parce que nous, on a aussi Moi, des clairement joueuses où pas. c'est le cas. Moi, Ouais, clairement voilà, tu vois. Et c'est dur ça. Est-ce que c'est un peu inné? Est-ce que tu vois, on essaye du coup de les faire Oui, changer petit à petit, la mais résilience, oui, c'est c'est dur. c'est un trait de caractère qui est inné, mais qui se travaille. Tu vois, et Parce du que coup, tu ça revient peux à pas être l'attention, tout le temps l'attention. au-dessus. Si dans ton entraînement, t'es pas vraiment entre guillemets concerné par le truc, tu vois, et que c'est plus juste jouer, gagner, perdre et que t'es pas concerné, bah derrière, est-ce que en muscu, t'es capable de te pousser à fond pour te dire bah là je me fais progresser, tu vois, c'est pas juste je fais ce que le coach il m'a dit, mais je me fais progresser, tu vois. Je sais pas si c'est lié ou non, mais en attendant, moi je remarque ça un peu avec mes gamins au tennis, tu vois. Ouais, et du coup pour les personnes, les gamins notamment, ou les athlètes qui ont pas ça,
C'est plutôt intéressant d'avoir, faut avoir les moyens, mais du feedback du coup, genre le travail de VBT, le travail de cellules, etc. Parce qu'au moins ça donne des chiffres et le fait d'avoir une valeur, souvent les personnes se la donnent un peu plus. Je pense que pour les personnes qui ont du mal à se la donner, avoir du feedback comme ça peut être intéressant. C'est Parce que vrai. tu lui dis, bah là, regarde, concrètement, là, t'as la valeur qu'on recherche, c'est pas ça. Et toi, tu es censé être pouvoir capable de faire ça. Et il se la donne ne serait-ce qu'une répétition de plus derrière. euh, et il voit qu'il était capable d'atteindre cette vitesse-là, ou ce que tu veux, cette force-là. Et bah, il se dit, ah ouais, putain, en fait, c'est ça, je mets cette intention-là et ça donne ça derrière. Ok, ben maintenant peut-être que je peux réussir à le faire plus souvent. Je pense que c'est intéressant en ça le travail avec tout ce qui est tous les appareils de feedback. Moi, je pense, t'arrives le jour du match ou le jour en question, et t'arrives et tu fais présentez-vous, présentez-vous. Et là, ils arrivent et ils ont envie de tout niquer. Moi, je te le dis, c'est comme ça que ça marche. Présentez-vous. T'arrives et bonjour, On est Thomas. parti direct. Bonjour, Thomas Vira, enchanté. C'est genre- Et c'est vrai que du coup, après, peut-être que pour les jeunes, en termes de programmation, alors sur la muscu, tu vas pas faire en fonction du 1RM, tu vas pas calculer en leur 1RM, mais éventuellement tu peux trouver sur des exos des trucs. Mais peut-être que par exemple pour le cardio, bah, tu fais un test cardio, quasiment tous les gamins peuvent en faire un, tu vois, et programmer en fonction de leur test, et comme ça, bah, tu es censé faire ça, et en fait, tu fais ça. Et les échelles peut-être de ressenti, de RPE, machin, les garder soit pour ceux qui sont vraiment capables de se mettre dans cette zone rouge-là, ou alors pour des gens qui sont plus entraînés, tout simplement, et qui ont une meilleure perception de leur corps. Ah, il est, pas- Après, ça se conscientise, hein. il est parti, Baudouin. Il est parti. Je vais me mettre sur mon téléphone parce que je bouge en même temps. Ah, Je vais vous mettre sur mon téléphone. pas de souci. Pas de souci, mon ami. Pas de souci. Bon, ok, la team, En tout écoutez, cas, très cool. Moi, j'ai bien aimé. intéressant, Euh, intéressant. J'avoue tout de même, au début, c'était compliqué. La piquette du dodo, elle était là. Mais, Ouais, je me... mais c'était intéressant, c'était cool. C'était cool. Merci, C'est bébé. Merci. c'est- Merci à vous. c'est quand le prochain séminaire? Oula, Bah, oula. t'étais pas là, Guérand, mais Mathieu nous a dit, est-ce que on peut pas avancer d'une semaine et modifier, genre la semaine prochaine, on fait la semaine de préparation, et je passe après. Euh, Ce à quoi on a répondu avec Baudouin, bah, la semaine dernière, en fait, on a déjà fait le séminaire, donc c'est déjà une semaine de préparation en soi, D'accord. mais apparemment, il est en galère de ouf, Proust, alors que ça fait 8 semaines qu'il a pas présenté. Mais bon. Donc, On bon, s'était dit bah, quoi? voilà. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Non, mais on s'était dit genre qu'une semaine, ça servait à ça, les gars. Ouais. Mais par contre, attends de faire un truc qui est carré, quoi. Par contre, parce que, ah bon, 5 semaines, c'est vrai que c'est dur, j'avoue. Par contre, en bossant 3 heures par jour dans un club de volley qui se fait péter la gueule tous les soirs. Euh, Par contre, non, la semaine prochaine, potentiellement, euh, ou fin de semaine, à voir. Mais je pense qu'il sera pas prêt d'ici là. Moi, j'avais recontacté, parce que j'essaie de contacter quand même des gens sur le côté pour passer au séminaire. Enfin, dans le séminaire, j'essaie de développer ce truc-là à côté quand même, des invités, parce que bon, on a fait une liste, mais bon, voilà. C'est